Quelle allocation d'actifs peut-on proposer à un épargnant dans un monde qui se complexifie? Voilà la question qui va nous animer à présent dans Enjeu Patrimoine. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Benoît Lombard, président de La Place. Bonjour Benoît Lombard. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors c'est sûr que gérer son épargne en fin d'année 2022, ça peut soulever un certain nombre de questions. Déjà face à l'inflation qui n'en finit pas d'augmenter sur le sol français ou européen, plus 6,2% en novembre en France pour ceux qui nous écoutent. Quand on est CGP, quand on doit répondre tous les jours à des épargnants sur les différentes manières de placer leur argent, est-ce que l'inflation rebat les cartes de ce qu'on avait l'habitude de faire il y a encore quelques mois? 2022 a une année où tout a été basculé. D'accord. Première année où on connaît un krach obligataire aussi fort que celui que l'on connaît, bien sûr, et le plus élevé depuis 1788, depuis le moment où on arrive à avoir des données, pour dire. Cet risque obligataire très très fort qui s'est pris, c'est couplé aussi avec une correction forte sur le marché des actions, oui, et puis avec un regain du monétaire. Et puis, l'immobilier aussi souffre parce qu'il est bien souvent indexé sur le coût du crédit. Et le coût du crédit s'est renchéri. Donc, on ne sait plus quoi faire en cette fin d'année 2022, ou en tout cas, on a moins de certitudes qu'en début d'année, ou en tout cas, il faut aller vers de nouvelles certitudes, c'est ça? Non, mais il y a une conjonction d'éléments macroéconomiques, d'éléments politiques, d'éléments géopolitiques, à un moment donné où on est arrivé à la fin du quoi qu'il en coûte. Bien sûr, oui. Et tout est arrivé au même moment, à des instants où on ne s'y attendait pas. C'est la raison pour laquelle il fallait toujours, et il faut toujours, dans le cadre d'une allocation d'actifs pour un particulier, reprendre des éléments de base. Bien et sûr, je suis désolé d'y revenir. L'horizon de gestion, l'appétence au risque, quelle poche dois-je mettre de côté pour mes disponibilités, et quelle poche puis-je mettre également de côté sur un horizon qui est un peu plus long. Et auquel cas là, les fluctuations, si tant est que les options d'arbitrage soient bien prises, ça on va en parler, bien sûr, oui, sont bonnes, et auquel cas on doit être à même de pouvoir supporter ces fluctuations, parce qu'aujourd'hui, on le sait, mais depuis qu'on est en monde à taux zéro, depuis 2008, depuis l'injection de cash massive, depuis ces taux négatifs, rappelez-vous des taux négatifs qu'on avait, oui, bien sûr, eh bien, depuis tous ces éléments-là, on sait juste une chose, on sait qu'il n'y a pas de rendement sans risque. Maintenant, sur quel risque on doit aller? Justement, ça c'est une vraie question sur quel risque on doit aller. Juste avant, quand même, vous avez évoqué le krach obligataire qu'on a connu cette année, vous avez évoqué la situation des marchés actions qu'on a eu un peu plus de mal à comprendre. On a entendu souvent sur ce plateau, sur d'autres plateaux, qu'il y avait une corrélation, on avait découvert une corrélation entre actions et obligations qu'on n'avait pas connue depuis très longtemps et que ça remettait en cause la certitude, par exemple, d'aller protéger son capital avec des obligations et aller chercher du rendement avec des actions. Est-ce qu'en fin d'année, on est toujours dans cette situation-là, selon vous? Juste sur le marché obligataire, parce que c'est un marché qui est quand même très profond. C'est un marché où il y a beaucoup d'échanges, mais c'est aussi un marché de money maker. Vous ne pouvez pas acheter, si vous avez envie, vous, une obligation, une OAT du Trésor. Vous ne pouvez pas acheter une obligation qui est émise par une société bien notée. C'est pas possible, ou mal notée. Vous ne pouvez pas. Il est obligé de passer par des intermédiaires qui sont des money makers. Et quand on parle de ça, on ne se rend pas compte de la complexité et de l'ampleur du sous-jacent. Les obligations d'État, on était à 0% début d'année. On est à 2,42 ce matin sur le 10 ans français. 240 points de hausse, mais surtout, on a eu plus de 200 points de base de hausse en l'espace de 6 mois. Eh bien, sur le marché des obligations d'entreprise, il en va de la même. On était peut-être sur des obligations notées single B ou double B, tout dépend. Donc, un horizon de gestion sur 5 ans à 3,5 de rentabilité en début d'année. Aujourd'hui, on est à 7,8. Là, on voit que non seulement on peut avoir de l'appétit pour aller sur ce type d'actifs, mais aussi que les obligations qui ont été émises au 1er janvier, aujourd'hui, elles supportent une décote qui est peut-être de l'ordre de 12 à 13% si on reprend ces ratings-là. Et donc là, on retrouve un peu d'intérêt à revenir sur le marché obligataire. Sur le marché des actions, on a des corrections, mais est-ce qu'on est allé au-delà de ce qu'on imaginait? Je ne le sais pas. On a vu une forte hausse des marchés en octobre et en novembre. Bien sûr. On revient d'ailleurs sur des niveaux, alors on n'y est pas encore, mais on se rapproche quand même des niveaux de début d'année sur le CAC 40, c'est pas le cas sur tous les indices. On n'est pas encore, on est à -5, -6, on a des marchés notamment émergents qui ont supporté des fortes baisses. La vraie question, elle est économique. Est-ce que demain, nous serons en récession ou pas? Récession, 2 trimestres de croissance négative égale récession. Est-ce qu'on y sera ou on n'y sera pas? On va dire 75% pensent qu'on y sera, 25% pensent que non. Tout dépend là. Je ne le sais pas, moi. Mais tout ce que je sais, c'est qu'on peut revenir à des fondamentaux des entreprises et de regarder le sous-jacent de ces entreprises. Des actions qui ont des dividendes au rendement. Des actions qui crachent du dividende, si je puis m'exprimer. Bien sûr, ainsi. Peut-être avoir un regain d'intérêt en cette période actuelle. Le marché obligataire
aussi. Donc on peut revenir donc le marché progressivement sur le obligataire, marché. le marché obligataire, on y va, mais simplement, effectivement, s'il y a plus de rendement, si je suis ce que vous nous avez dit, c'est qu'il y a plus de risque aussi. Il y a un petit peu plus de risque qu'avant sur le marché obligataire, alors. Le risque, on l'a supporté. Quand on avait des taux à 0, sur les emprunts d'État, on était certain d'un truc. Et qu'on avait des taux à 3 ou 3,5 sur des obligations moyennement notées, comme je le disais, sur un horizon de 5 ans. On savait juste une chose, c'est que où on se cantonnait à un niveau de rentabilité de 0, pas satisfaisant, Bien sûr, oui. et qui ne plaisait à personne, on achetait un coffre-fort, on avait même des taux négatifs, ou on supportait naturellement une hausse des taux qui devait venir, puisqu'à un moment donné, les politiques centrales coordonnées Oui, des c'était banques écrit. centrales, Oui, bien sûr. donc allez arrêter d'injecter du cash. Donc c'était écrit, on le savait. Alors aujourd'hui, on voit des taux qui ont progressé à des niveaux auxquels on ne s'attendait pas. C'est la raison pour laquelle on peut avoir de l'appétit pour aller vers cette classe d'actifs. Donc je tiens à rappeler que le risque, il est passé, et qu'aujourd'hui, sur un portefeuille, je vous dis single B, sur des horizons de 5 ans, allez, horizon 2027, on va dire, on arrive à avoir des rentabilités sur un panier diversifié d'obligations, bien sûr piloté par des professionnels que l'on doit sélectionner. Bien sûr, je rappelle que le CGP a un rôle, non pas d'aller chercher l'obligation, mais d'aller chercher les gérants qui savent gérer les obligations. Oui, bien sûr. C'est un peu différent. Bon, eh bien, si on trouve un portefeuille, une équipe d'abord de crédit qui a de l'expérience, un portefeuille bien diversifié, on arrive à avoir des rentabilités actuarielles à horizon 5 ans de l'ordre de 8 à 9%. Bah, là, on peut peut-être non pas y aller massivement, mais sortir une quote-part de son fonds euro qui ne va pas protéger de l'inflation, parce qu'on n'a pas encore parlé de l'inflation, pour aller dans des proportions mesurées par rapport à son appétence de risque, par rapport à son horizon de gestion, vers cette classe d'actifs. Donc, je dis que le risque, il est essentiellement passé. Je ne dis pas qu'on ne va pas encore avoir de hausse des taux, mais on a vu 4 hausses des taux successives de la part de la Fed, Bien sûr. donc de la BCE. Je crois qu'il y en a encore 2 autres qui vont arriver sur la Fed, une de 0,50 prochainement. Alors, personne ne le sait, mais en tout cas, c'est ce qu'on priori, on va anticipe. voir ça. Mais oui. Donc, mais le gros a été fait. Donc on peut y aller progressivement. Et naturellement, nous, notre rôle de gestionnaire de patrimoine, il est de construire pas à pas, petit à petit, un portefeuille diversifié, si on s'en cantonne sur les marchés financiers, parce qu'on Bien sûr, aussi, oui, oui. il y a d'autres marchés, il y a l'immobilier, je pense que vous voulez parler de crypto, il y a des trucs intéressants aussi. Immobilier, crypto, ça, si on a le temps, on en parlera. Ouais. Donc là, on peut effectivement, pas à pas, reconstruire un portefeuille, mais surtout avoir des opportunités. Quand on a des PER sur des ratios, sur un cost-bénéfice qui sont relativement intéressants, sur des valeurs qui ont été massacrées, il y a peut-être revenir un petit peu sur ce marché action, même si demain, on anticipe une récession. Alors, est-ce qu'on est vers les 75% qui pensent qu'il y a une récession, ou les 25% qui pensent qu'il ne va pas l'avoir ? Je ne sais pas, mais on peut aussi discuter avec nos clients. C'est ça le rôle d'un CGP, c'est d'échanger, discuter, et puis prendre communément des risques par rapport à cette appétence. Justement, alors vous disiez sur les obligations que le risque était passé. En revanche, la question qu'on peut se poser sur son portefeuille, sur ses actifs, c'est quel risque je suis prêt à prendre pour aller justement réduire l'impact de l'inflation sur mon épargne, voire combattre l'inflation. Ça dépend un petit peu de l'appétence au risque de chacun. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui concrètement, Benoît Lombard ? Si on a l'inflation, je ne sais pas combien, 6, 6,5, 7, 7, 8, je ne sais pas. Bon, mettons qu'elle soit à 7. Allez, en France. 6,2 en novembre en France, mettons. Admettons, 6. Mais pour avoir du rentabilité à 6, où est-ce que vous allez la trouver ? Sur des emprunts d'État à 10 ans alors qu'on est à 3,5 ? Enfin, pardon, ce que je raconte, on est à 2,40, excusez-moi. Oui, bien sûr. Ouais. On est à 2,40 sur des emprunts d'État à 10 ans. Mais ça ne protège pas. Mais alors, où est-ce qu'on va chercher ? Donc, je parlais, des obligations corporelles sur lesquelles il y a peut-être de l'intérêt, pas pour longtemps. Parce qu'on a déjà vu une forte hausse du sous-jacent de ces obligations qui ont été émises, par exemple en début d'année, sur un horizon de 5 ans. Donc il faut vite se dépêcher. On a les produits structurés dont on pourra bien sûr, c'est peut-être le moment d'en parler. On a bien sûr le marché des actions sur lequel on peut aller sur un horizon de gestion, aller 8 ans, sur un horizon offensif. Détenir un portefeuille de 15 à 20% d'actions bien diversifiées et où on va viser du rendement, on va viser des sociétés value qui sont décotées, on va peut-être éviter la tech qui a besoin de monnaie pour pouvoir se développer, donc bien sûr, de croissance qui ont été un peu massacrées. Et puis on peut y aller progressivement comme ça pour accompagner, j'allais dire, les données macroéconomiques qui nous seront communiquées. Les produits structurés, vous les avez mentionnés. Alors c'est vrai qu'on en parle, on en entend souvent parler et on en parle souvent sur ce plateau, notamment depuis quelques semaines, on voit même apparaître des produits structurés à capital garantie où d'un côté la poche obligataire permet de garantir le capital et de l'autre on a même des rendements via des options ou via des obligations. Est-ce que les produits structurés sont la réponse de cette fin d'année, Benoît Lombard ? Si vous me posez cette question-là, je vous dirais, est-ce que les sociétés sont un produit sur lequel il est intéressant d'investir ? C'est-à-dire qu'il faut regarder à l'intérieur. Mais voilà, il y a autant de produits structurés qu'il y a de stratégies possibles. Bon, il faut vérifier quel est l'émetteur, vérifier quelle est l'ingénierie qui a été développée derrière, vérifier quelle est la promesse qui est faite au sein du produit. Et je rappelle là que notre travail
travail de CGP est d'être ce filtre entre des produits éminemment complexes que sont les produits structurés et puis le particulier à qui est adressé type de véhicule d'investissement. Mais effectivement, quand on avait des taux qui étaient si bas, on voit que la volatilité augmente, on voit que le prix des l'obligataire a augmenté. Bien sûr. Donc, là, il y a des moments aussi pour aller chercher des prix intéressants pour créer par ce jeu d'obligations. Je rappelle qu'un produit structuré, il y a une obligation, les taux ont monté, donc le rendement est meilleur, et donc on peut escompter une rentabilité qui est plus satisfaisante. Et puis après, à nous d'aller chercher l'ingénierie, à nous d'aller chercher les équipes qui sont capables de créer par le jeu des options le mécanisme qui nous permet d'avoir la garantie qu'on recherche ou pas au terme. Mais effectivement, là encore, pour se trouver un actif décorrélé des marchés financiers, les produits structurés sont intelligents. Ça m'amuse beaucoup parce qu'en France, on aime bien les structurer. Et on a des vraies équipes qualitatives. Je rappelle que les émetteurs sont des banques. En France, on a BNP Paribas et Société Générale, pour ne pas les nommer, qui sont... On a aussi Natixis, évidemment, qui peut en émettre, mais on a quand même 2 établissements extrêmement importants qui sont capables d'émettre ce type de produit. Ça veut donc dire aussi qu'on a les ingénieurs financiers qui sont capables de pouvoir créer. Et puis que nous sommes bercés à l'éducation de cette science intellectuelle qui est une singularité française. Je discutais avec un correspondant suisse, banquier suisse, ils ne connaissent pas ça, eux. Ils ont beaucoup d'hedge funds. Donc nous, on est plutôt produits structurés. On n'a pas parlé de private equity aussi, je voudrais qu'on en parle. Justement, private equity. Alors, je rappelle juste quand même, j'ai parlé de produits structurés à capital garanti. Tous les produits structurés ne sont pas à capital garanti, mais on en voit apparaître actuellement. Le private equity, c'est un moyen d'aller chercher du rendement, si tant est qu'on est prêt à épargner longtemps, ou en tout cas d'être sur un horizon de placement assez long. Moi, je conseille depuis des années, 30 ans que je fais ce métier, une clientèle qui est plutôt aisée. Et souvent, mes clients aisés me disent la chose suivante. Le prix de la cotation continue est infernal. C'est le stress permanent. D'accord. Chez moi, et je mets la clé dans mon appartement, je ne me pose pas la question de savoir combien il a pris aujourd'hui ou combien il a perdu. Eh bien, ça, le prix de la cotation continue, c'est cher. Ça fait peur. Le private equity a ceci de bien qu'on n'est déjà pas dans le diktat de coups de canon de la fin de la journée où je sais si j'ai gagné ou pas gagné. Ça, c'est le point déjà psychologiquement qui est important. Et la psychologie dans l'investissement est un élément fondamental. Deuxièmement, le sous-jacent, bien évidemment, des sociétés non cotées. Mais quelles sociétés non cotées? Là encore, à nous, CGP, d'aller chercher des équipes. Je rappelle que mon groupe La Place, avec Cristal, on est capable, parce qu'on réunit à peu près 8 milliards d'encours conseillés, et donc on a suffisamment de volume pour aller chercher chez les meilleurs des créateurs de valeur dans le domaine du non-coté, eh bien, une poche pour nos clients. Et donc, à nous, là encore, d'aller trouver une diversification, d'acheter différents millésimes, d'aller référencer les meilleurs sur des classes d'actifs qu'on a définies ensemble, et puis de trouver avec eux les systèmes d'ingénierie dans la création qui permettent de répondre à une aspiration de diversification. Rapidement, Benoît Lombard, on investit combien de temps en private equity? Je pars sur 8-10 ans. Donc, on peut viser 5-6 ans. Non. Moi, je pars sur 8-10 ans. On a un actif qui est décorrélé. Là encore, il faut penser que ce n'est pas liquide. Il faut penser aussi que dans le mode singulier du private equity, il y a des appels de fonds qui se font progressivement. Vous prenez une promesse d'engagement d'investir 100, mais 100 ne seront pas appelés tout de suite. Ce qui fait que quand on appelle 100 assez classiquement, il y a 80 qui sont réellement appelés, puisque les premiers remboursements permettent de faire répondre aux derniers appels de fonds. Alors, on n'aura pas le temps de parler d'immobilier. Benoît Lombard, peut-être un petit mot quand même sur, on en parlait juste avant, sur les crypto-monnaies et la relation que les CGP peuvent entretenir avec les crypto-monnaies. Est-ce que, selon vous, c'est une poche de diversification à garder dans un coin de sa tête? D'abord, je ne voudrais pas parler de crypto-monnaie, parce que je vous défie d'aller payer votre baguette de pain avec un millième ou un vous parlez de crypto-actifs. Crypto-actifs. D'accord. Crypto-actifs, on a vu là un scandale avec une plateforme qui a explosé FTX aux États-Unis. Enfin, des Bahamas, pas trop. Crypto-monnaie, moi je me suis toujours posé la question suivante. Jusqu'à quand les États vont accepter que des particuliers ou des investisseurs non régulés battent monnaie? Ça, c'est la première question. Puis la deuxième question, ça sert à quoi? Ça sert à sortir du scope des institutions financières. Parce que ces plateformes, justement, elles avaient un rôle fondamental, c'était un rôle de confiance. Mais non régulé, on voit que non seulement la confiance ne pouvait pas exister parce qu'on avait affaire, vous m'excuserez, à des escrocs et des voyous en la personne de FTX, mais quand aussi on parle de FTX, oui, de FTX, bien évidemment, enfin c'est quand même un acteur majeur, oui, bien sûr. Mais que également le défaut de régulation fait perdre la confiance sur laquelle reposent les institutions financières. Il est temps que les régulateurs mettent un peu d'ordre dans ce grand bazar. Donc j'en déduis que ça n'est pas pour vous une poche de diversification. Merci beaucoup Benoît Lombard. Je rappelle que vous êtes président de La Place. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très vite sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.